Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour le troisième volet du cycle consacré au thème de la misogynie. Ce soir, nous recevons Madame Camille Froidevaux-Métry, pour réalisatrice pour son film Dans la jungle, et qui nous fait honneur de sa présence pour une rencontre. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions à la fin de la projection. Et nous remercions également l'Université Pau Pays de l'Adour et la Fédération Espace Frontières Métissage de cette proposition de partenariat et de cette proposition très intéressante. Donc on est au volet 3, qui est composé de 6 conférences. Les 3 suivantes seront programmées au deuxième semestre 2016 et début 2017. Pour ceux qui sont addicts au sujet, continuez à surveiller notre livret de programmation. Et également, nous vous invitons à aller plus loin sur ce sujet en n'hésitant pas à demander conseil à nos collègues bibliothécaires du 2e étage, où vous avez les ouvrages traitant du sujet à votre disposition. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à la médiathèque de nous accueillir pour ce cycle de conférences. Donc c'est la 3e du lot, 3e sur 6. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Camille Froidevaux-Métry, que nous avons sollicité et qui a très gentiment accepté de venir nous présenter son film. Alors je vais vous présenter un petit peu sa carrière, mais rapidement tout de même, parce qu'elle est très longue. Je veux dire, du moins dans les publications. Excusez-moi, je ne reviens pas sur le fait que ce programme de conférence s'inscrit dans notre programme de recherche Pouvoir et misogynie, dont vous avez déjà entendu parler, dont vous allez entendre quand même pas mal parler. Et la directrice de la Fédération Espace Frontières Métissage, va arriver incessamment, c'est Nadia Mekouar-Exbert, vous l'avez déjà vu la dernière fois, et elle fera, la dernière conférence de l'année. Camille Froidevaux-Métry est professeure de sciences politiques à Reims, à l'université de Reims, Ardennes-Champagne, c'est ça ? Champagne-Ardennes, pardon, on n'a pas trop l'habitude, on était vraiment, nous, à l'autre bout du monde. Et elle est membre de l'Institut universitaire de France. Alors, elle réfléchit aux conditions, aux mutations féminines dans le monde d'aujourd'hui, et à ce titre, elle a publié bon nombre de livres, mais je commencerai peut-être par évoquer un livre qui est aussi d'actualité, parce que l'actualité, vous êtes rendu compte, nous poursuit en ce moment, un livre sur la politique et la religion, politique et religion aux États-Unis, qui est paru aux éditions La Découverte en 2009. Vous avez également participé à un ouvrage collectif, vous l'avez conduit avec un collègue, sur des femmes et des hommes singuliers, perspectives croisées sur le devenir sexué des individus en démocratie, chez Armand Collin. Bon, le titre est un peu lourd. Et il s'agit là aussi, des hommes et des femmes dans la vie politique. Mais le plus important, peut-être aujourd'hui, naturellement, celui pour lequel elle est régulièrement invitée, c'est cet ouvrage-là, qui est La Révolution du féminin, qui est paru chez Gallimard, dans la prestigieuse collection des bibliothèques des sciences humaines, et où elle développe des thèses extrêmement originales. Alors j'avais l'intention de vous en parler un petit peu, mais peut-être que ce n'est pas trop le moment, mais enfin rapidement, puisque ça permet aux derniers arrivants, à commencer par Nadia Mekouar-Exbert, de s'installer, n'est-ce pas ? Et donc cet ouvrage porte un regard tout à fait neuf sur la question du devenir féminin aujourd'hui, puisqu'il fait d'abord en résumé, une présentation de tous les acquis de la révolution féminine au XXe siècle, révolution féminine, du coup, de la révolution féministe donc au XXe siècle, et ensuite développe des thèses qui sont considérées, on peut le
dire un peu comme iconoclaste actuellement, on met en cause, ou elle met en cause, la notion de domination masculine. Et je crois que la clé de votre... je crois que la... Non, mise en cause, non, mais le concept de domination masculine étant considéré comme un peu obsolète aujourd'hui, si j'en crois du moins l'interview que vous avez donnée à Télérama. Les femmes sont devenues des hommes comme les autres, et les hommes quasiment des femmes comme les autres. Un modèle unique est en train de naître, un monde neutre du point de vue du genre. Donc la convergence des sexes est une des clés de votre réflexion là-dessus. Et puis, bon, d'autres choses concernant la réhabilitation du corps féminin, un peu mise à mal par la deuxième vague féministe dans les années 70. Voilà, c'est tout ceci qui constitue le sujet peut-être dans lequel vous êtes aujourd'hui passé la maître, enfin du moins que vous approfondissez. Et en réalité, bon, Madame Camille Froidevaux-Métry est venue ici pour nous présenter plutôt son film, qui est un petit peu plus ancien, qui date de 2013, ça, réalisé avec votre mari Laurent Métry, et pour laquelle je vais lui passer la parole, afin qu'elle vous le présente rapidement, avant de passer droit dans le sujet au film, Dans la jungle. Merci, je remercie Maurice Demas pour son invitation. Je suis très heureuse de vous présenter ce film aujourd'hui. L'actualité de la semaine tombe à pic, si je puis dire. Enfin, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Je dois dire que le fait, quand j'ai relayé l'information de cette projection aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu tant de commentaires et de likes à un post. Je me rends compte que, voilà, il tombe vraiment à point et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de ce qui se passe dans l'actualité cette semaine à partir de ce que vous allez voir et entendre aujourd'hui. Alors ce film, c'est le volet, on va dire, empirique d'un travail qui comporte une version théorique de l'ouvrage dont vient de parler Maurice Demas. Un ouvrage dont, s'il vous intéresse, je vous invite à le lire parce que, comment dire, il ne se résume pas en quelques phrases, il est même assez difficile à résumer et à synthétiser. Mais effectivement, il y a quelques éléments qui peuvent prêter à discussion, que j'assume tout à fait. Je voudrais vous parler plus spécifiquement maintenant du film. Donc, en fait, ce film me sert à présenter les résultats d'une enquête sociologique que j'ai menée donc, entre 2011 et fin 2012, dans le cadre notamment de la campagne pour les élections présidentielles, qui m'a conduite à rencontrer une soixantaine de femmes politiques. Je partais d'un constat qui était celui de l'évidente sous-féminisation de la vie politique, avec cette évidence aussi un peu malheureuse de ce que la loi et les dispositifs associés à la loi sur la parité étaient pour le moins assez peu efficaces. L'Assemblée nationale, comme vous le savez, est féminisée à hauteur de 27% aujourd'hui, le Sénat 24%. On s'aperçoit en réalité que dans toutes les assemblées où le dispositif paritaire n'est qu'incitatif, eh bien, les effets sont assez peu probants. Pour les assemblées où il est obligatoire, comme les conseils régionaux ou les conseils municipaux aujourd'hui, il fonctionne tout à fait bien. Donc il y a évidemment là des quelques questions à se poser. Et à partir de ce constat de la sous-féminisation vraiment permanente, récurrente de la vie politique, je m'interrogeais avec d'autres collègues politiques sur les quelques motifs d'explication. Alors, il y en a qui sont connus, qui concernent notamment un certain nombre de dispositifs institutionnels et puis la spécificité d'un espace hyper masculinisé. Donc, on peut effectivement se tourner vers la classe des hommes politiques et leur faire porter la responsabilité de cette sous-féminisation. Mais il m'a semblé que c'était sans doute pas aussi simple et qu'il me paraissait bizarre qu'à partir du moment où on offrait aux femmes, dans le cadre du dispositif paritaire, la possibilité de s'engager davantage en politique et de briguer des mandats électifs, il était quand même un peu curieux qu'elles soient finalement si peu nombreuses au bout du compte à être élues. Donc je suis partie de certaines des réflexions que je développe dans le livre, notamment sur les mutations de la condition féminine, et l'un des axes principaux de ces réflexions, c'est celui qui regarde la nouvelle condition que je caractérise comme étant duale, c'est-à-dire que les femmes, en investissant massivement la sphère sociale, le monde du travail, sont devenues des individus de droit abstrait, au même titre que les hommes, donc des individus publics, mais il se trouve qu'elles n'ont pas pour autant abandonné, elles n'ont pas pu faire autrement, en quelque sorte, que de cumuler leurs nouvelles conditions publiques avec leurs anciennes conditions privées. Et donc je les caractérise comme devant assumer cette dualité d'existence, assumer de front et tenir ensemble à la fois les charges et les gratifications et de la sphère privée et de la sphère publique.
Et donc je me suis demandé ce que cela représentait pour des femmes éminemment publiques, que sont les femmes politiques, que de devoir ainsi s'efforcer d'articuler ces deux dimensions. Et je me suis surtout demandé, sachant à quel point la vie politique est chronophage, et aussi de l'autre côté à quel point la vie maternelle est chronophage, quels arbitrages avaient été les leurs, et s'il n'y avait pas là peut-être une piste d'explication de leur moindre présence. Donc j'ai rencontré des élus à tous les niveaux de la vie politique, du Conseil municipal de Paris au Sénat, en passant par le Conseil régional d'Île-de-France et l'Assemblée nationale, quelques ex-ministres en prime. Et puis j'ai essayé aussi, je dis que j'ai essayé parce que ça n'a pas été facile, d'obtenir une relative représentativité partisane. Pour vous dire les choses très clairement, j'ai eu beaucoup de mal à rencontrer des femmes élues de droite, à tel point que j'ai dû même à un moment faire un ciblage de démarchage auprès de ces femmes, et puis essayer de comprendre aussi, on pourra en reparler, mais il y a effectivement quelques raisons qui peuvent expliquer le fait qu'elles soient un peu rétives à répondre aux questions d'une enquête, sachant que je suis partie sur la base du volontariat. C'est-à-dire j'ai rencontré les femmes politiques qui voulaient bien me rencontrer pour des interviews dites qualitatives en sociologie, donc 1 heure, 1 heure et demie sur le mode de la discussion, où j'ai suivi une forme de progression dans la discussion un peu en entonnoir, en partant de la dimension la plus publique de leur existence, à savoir leur statut de femme politique, et en leur demandant comment et quand s'était passé leur engagement plein, parce que je précise que je n'ai rencontré des femmes qui ne font que de la politique, c'est-à-dire qui ont choisi à un moment donné d'abandonner leur profession ou leur engagement dans une association et qui sont devenus des élus professionnels, des professionnels de la politique. Donc je commençais par leur entrée et leur engagement plein dans la vie politique, en leur demandant comment justement elles avaient éventuellement arbitré entre leurs différentes obligations. Et puis je passais ensuite à la question des obstacles qu'elles avaient rencontrés, et du sexisme et de la misogynie inhérente à ce milieu hyper masculin. Et puis en avançant davantage, j'en arrivais à la question de ce que c'est que d'être une femme, mais cette fois-ci sur le plan de la représentation de soi, de l'apparence, et puis du problème de la séduction, et éventuellement du harcèlement, enfin toutes ces choses charmantes dont on parle beaucoup ces jours-ci. Et cette question-là m'amenait vers des questions plus privées sur leur vie familiale, conjugale, intime. Et enfin, on terminait sur cette question de la place, de comment elles avaient pu préserver ou pas d'ailleurs une place dans leur vie pour une vie privée et intime. Et je vais m'arrêter là dans la description de l'enquête parce que le film en présente les résultats sous la forme d'un dispositif qui est un peu particulier et que si j'en dis plus, ce serait un petit peu dommage de gâcher le processus. Donc je vous propose qu'on lance le film tout de suite et puis j'y reviendrai quelques minutes ensuite et puis nous discuterons ensemble. Voilà, je vous remercie. Il faut qu'elle soit toujours capable de répondre à tout. Pour s'habiller, tout ça, je prends un vrai plaisir. Là, je prends le père et à partir de ça, il faut que les femmes... Mais c'est la La mère. part de Au fond, féminité c'est dans dans la la nôtre, nôtre, on n'a pas à la gommer. Et qu'elle On fasse n'a jouer pas ça. à faire une arme de séduction. La parole de Ça 14 change mais mon de temps dire habituellement, mais exactement la même mais chose. ça C'est fait naturel, raison, je pense ça, que c'est de naturel. bizarre. La vie politique, elle est je dure, vais mais faire tout ce que je veux. elle est solidaire. Parce que je ne peux pas se permettre la médiocrité. Si vous voulez, il y a deux façons Bon, d'aborder la les femmes, politique. Soit on pense à toujours soi-même, que vous soyez plus ou moins impeccable. Les femmes C'est un jour aujourd'hui aussi, sont beaucoup plus pragmatiques. Ah, ça, je vous Beaucoup assure plus techniques. que ça dure On encore. intervient Parfois, rarement pour dire pas grand-chose. Dès que vous avez la c'est un mouvement maîtrise, plus vaste. Pour des réussir femmes quelque comme chose. Alors ça, que on fait des recherches réflexions. seconde fille. Les hommes sont capables de parler de oui, sexe, c'est des de hommes la font femme, les il lèvres. faut dit, t'aimerais bien être chef Tu fais du d'orchestre. sport, Il faut qu'elle on va, je réponds. C'est terrible, Je veux premier lieu, c'est comme ça. je veux bien jouer au foot. Je fais quand du sport Alors, Ah, avec j'ai mes envie de collègues, faire du sport. on s'est tenu les coudes. Vous savez, quand On s'est tenu les on coudes. le chapeau bon, on prend soin, on est bien. On faisait un repas une fois J'ai par un emploi du temps tellement chargé. Les femmes étaient Et parties. Alors voilà, je pense que vous avez saisi le dispositif. Ces 4 femmes politiques que vous venez d'écouter sont des comédiennes qui incarnent chacune un type idéal de femme politique. Donc, à l'issue de mon enquête sociologique, j'ai pu repérer, à l'issue, au fur et à mesure, et puis à l'issue, en fonction des
des grands thèmes que j'explorais, je me suis rendu compte qu'il y avait évidemment des récurrences et que je pouvais peu à peu dessiner des profils de femmes, notamment relativement à cette question de l'articulation vie privée, vie publique. Et donc j'ai construit, alors pour ceux qui sont un peu familiers des concepts sociologiques, 4 idéotypes de femmes politiques que j'ai étiquetés, donc vous allez les reconnaître. Donc il y a l'Amazone, donc vous voyez c'est cette femme aux cheveux courts, c'est le profil des femmes politiques qui ont tout sacrifié de leur vie pour leur engagement politique, qui sont des femmes, enfin voilà, vous avez son portrait mieux que je ne le dirais. La manager, cette femme qui vient... Alors, un petit mot sur les femmes... l'Amazone, ce sont des femmes qui sont engagées très précocement, qui sont vraiment dans une démarche de dévouement absolu de toute leur existence à leur mandat et à leur travail politique. La manager, elle est arrivée un peu plus tard, un petit peu avant la quarantaine, elle vient de la sphère privée. Vous avez compris que c'est des femmes qui sont souvent entrées en politique grâce au soutien d'un mentor, ce député qu'elles rencontrent en fixant dans les yeux, etc. Pour ce qui est de leur vie privée, elles ont fait comme elles faisaient dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elles ont des nounous, des grands-mères qui s'occupent pour elles de leurs enfants. Et puis, vous voyez qu'elle est une femme qui a une conception, on va dire, un peu managériale de la vie politique et de son mandat qu'elle conduit un peu comme une carrière. On pourrait penser, parce que vous avez noté aussi qu'aucune d'entre elles n'est étiquetée d'un point de vue partisan, donc peut-être que vous vous dites « Ah oui, mais ça c'est un peu des femmes de droite », mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Et que j'ai rencontré bien des managers de gauche, c'est simplement voilà, un profil particulier de femmes politiques. Il y a ensuite celles que j'appelle la citoyenne, ce sont des femmes qui sont rentrées tardivement dans la vie politique, généralement dans le sillage d'un engagement associatif assez important, qu'on est venu chercher dans la société civile, justement, et qui ont toujours ce petit complexe d'illégitimité, je ne vais pas savoir comment faire, si ça ne va pas, tu me dis, tu changes, voilà, qui ont une sorte de modestie permanente sur leurs propres capacités et qui ne conçoivent pas d'ailleurs comment elles auraient pu faire de la politique avec des enfants en âge bas, puisque pour elles c'est quelque chose qui leur paraît absolument impossible. Et puis il y a celle à la recherche de laquelle j'étais partie, celle que j'appelle la femme contemporaine, donc ces femmes très contemporaines qui décident de ne rien sacrifier, alors des femmes politiques, mais quel que soit le métier, et de, comme elle le dit, assumer de front, tenir ensemble toutes les dimensions de leur existence, avec ce que ça implique aussi de difficultés, de douleurs et d'un nécessaire soutien du conjoint. Voilà, donc c'était ça le dispositif qu'il s'agissait de garder un peu secret, parce que c'est ce principe d'incarner des idéotypes sociologiques m'a paru intéressant, parce alors, concrètement, la construction des entretiens, donc je précise tout de suite qu'il n'y a pas un mot de ce que vous avez entendu que je n'ai moi-même entendu, c'est-à-dire je n'ai rien écrit. J'ai construit des entretiens types à partir, donc j'avais à la fin de mon enquête 4 tas, 12 entretiens, 11, 15 et 17 je crois, donc les femmes que j'avais classées dans chacun des 4 types, et je suis allée chercher dans ces 10, 12, 15 entretiens, eh bien, les éléments les plus significatifs du point de vue des grands thèmes que j'explorais, ceux aussi qui étaient d'un certain point de vue les plus frappants, ceux qu'on pouvait retenir le mieux, et puis j'ai reconstruit des entretiens, une fois encore, sans rien écrire, si ce n'est lisser un peu, parce que parfois il y a des tics de langage ou des choses comme ça qu'il fallait homogénéiser, mais c'est vraiment tout à fait marginal. Et le tournage s'est déroulé de la façon suivante, c'est-à-dire que les 4 comédiennes ont appris par cœur chacune leur entretien, et on l'a tourné dans des conditions, alors, avec un décor spécifique, hein, c'est le Parc Floral de Paris, c'est l'idée d'avoir un décor de jungle, voilà. Honnêtement, moi, l'idée de faire quelque chose dans un pseudo-décor officiel, bureau d'assemblée, etc., ça ne m'allait pas du tout. J'avais envie d'autre chose et on a eu cette idée que j'ai trouvée pas mal. Mais en revanche, donc, lors du tournage, j'étais en face des 4 comédiennes et on a tourné en plan séquence, c'est-à-dire sans s'arrêter, et comme si j'étais dans la réalisation de l'entretien, voilà, de façon à essayer de créer ce qui se passe en entretien, c'est-à-dire ça prend un peu de temps, et puis après, il y a une relation qui se noue entre l'interviewé et l'intervieweur, et ça devient une vraie discussion, on en oublie même le dispositif, et c'était un peu l'idée aussi que les comédiennes oublient le dispositif, la caméra, etc. Il y avait un gros travail en amont avec le réalisateur sur la construction de leurs personnages, hein, puisque donc, ce sont des personnages fictifs, avec un nom et des fonctions fictives, et chacune d'entre elles a travaillé avec le réalisateur sur son passé, son histoire, comme on le fait dans un dispositif de fiction, hein, c'est-à-dire vraiment un travail de fiche de personnages, de façon à ce qu'elles arrivent le jour du tournage, voilà, vraiment habitées par la femme politique qu'on avait créée
pour elle. Et ensuite, vous en doutez, il y a eu évidemment un travail de montage, puisque chaque entretien faisait entre 1h10 et 1h30, et le film fait 35 minutes. Donc, on a évidemment beaucoup coupé. C'était peut-être le moment le plus problématique dans cette aventure qui, comme l'a dit Maurice Domas, était quasi conjugale. Parce que moi, j'avais un intérêt de chercheur qui était de laisser, de rendre les conclusions les plus importantes, les plus pertinentes. Voilà. Et puis, le travail du réalisateur-monteur, c'est plus sur un mode scénaristique, où il faut construire un peu une histoire. Et donc, ça, il y avait un équilibre à trouver entre la dimension sociologique et la dimension, on va dire, cinématographique. Et puis, vous voyez que le film a la même construction que les entretiens, c'est-à-dire qu'on part du plus général, du plus public, et on va de plus en plus vers la vie intime de ces femmes. Voilà. Donc peut-être qu'on peut engager une discussion. Si vous avez des questions, je vous fais passer le micro, bien entendu. Donc faites-moi signe. Merci. La question que je vais vous poser concerne les réseaux. Effectivement, apparemment, les femmes manquent de réseaux. Et d'où viennent les réseaux masculins? Quels sont leurs fondements? D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est les copains d'enfance, de régiment? Est-ce que c'est les écoles qui les forment, ces réseaux? Par exemple, au hasard comme ça, la promotion Voltaire. Alors, au-delà des 4 types, j'ai aussi tiré 2 grands enseignements. Enfin, il y a 2 fils rouges qui traversent le film et qui relient ensemble ces 4 figures, qui peuvent apparaître peut-être un peu différentes, très différentes les unes des autres. Et l'un de ces fils rouges, c'est ce constat que j'ai fait assez vite quand j'ai commencé l'enquête, et j'avoue que c'était un vrai étonnement et une forme de déception, l'absence totale de solidarité entre les femmes politiques. Et quand je leur demandais, par exemple, comment ça s'était passé quand elles étaient arrivées dans telle assemblée, comment elles avaient été accueillies, etc., elles m'ont raconté des choses abominables, où elles étaient passées des mois et des mois à errer dans les couloirs du Sénat, à essayer de se familiariser, de se socialiser, sans être du tout accueillies, alors que les hommes, en effet, sont très organisés en réseau. Alors, d'où viennent-ils? Bon, effectivement, les écoles, les grandes écoles, mais c'est aussi des tas de petites micro-socialités du type à l'Assemblée nationale, le club des députés amateurs de cigares, le club des députés amateurs de vin de Bordeaux, le club des députés ceci, cela. Il y a 1000 façons pour les hommes, enfin, ils sont très inventifs sur ce terrain, pour former des réseaux. Les femmes, très peu. Et du coup, c'est d'autant plus frappant que dans le monde anglo-saxon, c'est pas du tout comme ça. Ça fait bien longtemps que les femmes politiques canadiennes, anglaises, américaines ont compris l'importance des réseaux. Et en France, c'est quand même un grand mystère. Alors, la seule initiative à ma connaissance, et elle est assez récente, c'est un réseau qui s'appelle... C'est pas vraiment un réseau d'ailleurs, c'est une initiative qui s'appelle Femmes et Pouvoir, qui a été créée il y a 3 ans par une jeune femme qui venait du ministère de l'économie, qui avait fait le même constat et qui s'est dit qu'il fallait mettre les élus en relation. Et elle a monté ce réseau Femmes et Pouvoir qui organise tous les ans d'abord un grand congrès à Paris, puis surtout des séminaires, des formations, voilà, parce qu'il y a plein de dispositifs, d'ailleurs qui viennent souvent du monde de l'entreprise, qui pourraient permettre aux femmes politiques d'être accompagnées. Par exemple, le principe du mentoring, c'est-à-dire non pas cette fois-ci un mâle qui prend sous sa coupe une jeune femme et qui la façonne, mais des femmes élues, capées, qui ont déjà l'expérience d'1 ou 2 mandats et qui vont accompagner une plus jeune, voilà, par exemple. Mais c'est vrai que c'était un constat, j'ai trouvé ça, et puis vous vous souvenez, il y a ce constat aussi que fait l'une d'entre elles sur la misogynie des femmes et sur le mal qu'elles se font les unes aux autres. C'est ce que aussi Roselyne Bachelot appelle le syndrome de la reine des abeilles. C'est l'idée qu'une femme élue, une fois qu'en plus si elle accède à une fonction, à un mandat un peu éminent, ministre, bon, eh bien voilà, elle n'a qu'à s'estimer heureuse d'être là, de briller, d'être repérée, et puis les autres, eh ben, l'idée un peu sous-jacente, c'est j'en ai tellement bavé pour arriver là où j'en suis que les autres, si elles veulent arriver au même résultat, qu'elles en bavent elles aussi. Il y a quelque chose comme ça un peu dur, mais que j'ai entendu à maintes reprises. Donc, bonsoir, je souhaiterais vous poser d'abord, au préalable de ma question,
J'ai encore en mémoire les débats qui ont agité l'hémicycle, donc l'Assemblée nationale, avec des propos très très durs envers Simone Veil lors des débats sur l'avortement. C'était à une époque où n'existaient pas les nouvelles technologies de l'information et de la communication, où il n'y avait pas de retranscription directe des débats. Pensez-vous que de nos jours, de tels propos puissent être encore faits dans l'hémicycle, des propos très très violents qui ont eu lieu lors de ces débats. D'autre part, moi j'ai un avis assez partagé sur la politique. On parlait de réseaux, mais vous avez aussi des réseaux qui sont très puissants, qui sont la franc-maçonnerie, qui annihilent le pouvoir ou les possibilités de promotion de certains élus, d'autant plus que lorsqu'ils ne font pas partie de ce type de réseau, ils sont mis à l'écart, et même lorsqu'ils ont raison, sont mis vraiment, je ne dirais pas au tapis, mais vraiment de côté. J'ai aussi, par référence, une lecture qui s'appelle La Comédie humaine d'Honoré de Balzac, qui doit être le livre de chevet, ou qui devrait être le livre de chevet de tous les hommes politiques, avec ses notables en province. On en a ici, on en a pas mal, dont certains accèdent au pouvoir sans aucune connaissance de l'entreprise, et ce n'est pas uniquement dans cette région, mais dans toute la France. Donc je souhaiterais avoir votre avis, s'il est nécessaire de passer par l'ENA, Sciences Po, et au lieu de venir, je dirais, de la base, des gens, comme on l'a vu dans votre film, une personne qui est issue du monde donc de l'entreprise, car je constate encore, je l'ai vu dans les actualités de cette région, qu'on a confié des responsabilités à des hommes politiques, tout ça par copinage, alors qu'ils n'ont aucune connaissance de certains domaines sur lesquels ils ont été promus et de secteurs dont ils doivent s'occuper. Alors sur le premier aspect de votre question, les débats qui ont entouré les discussions autour de la loi sur la dépénalisation de l'avortement en 1974, d'abord nous disposons de la retranscription de tous ces débats qui depuis longtemps sont... Oui, diffusés en direct, vous voulez dire, oui. Alors, Simone Veil, quand elle présente son projet de loi, elle le fait devant une assemblée qui est composée, qui comporte de mémoire 6 ou 7 femmes, et effectivement subit des attaques assez violentes. Je crois qu'on a suffisamment d'exemples assez récents qui nous montrent que la violence verbale, voire les agressions sexistes en pleine séance d'assemblée sont monnaie courante. Bon, ça va des caquettements d'un député à la prise de parole d'une députée écologiste, à des réflexions sur la robe de tel autre ministre. Enfin, il y a très très souvent, il y a des exemples suffisamment fréquents de ce sexisme ordinaire. Ce qui me frappe, c'est effectivement la récurrence de ces comportements. Et j'y réfléchissais ces jours-ci à propos de l'affaire Beaupin qui nous occupe un peu. Comment comprendre finalement qu'en dépit de tas de dispositifs, la loi sur la parité, et puis toutes les campagnes aussi anti-harcèlement qui sont menées notamment par le ministère des Droits des Femmes, que cette sphère politique soit à ce point en quelque sorte à part et continue de se caractériser comme étant l'une des plus misogynes et l'une des plus violentes pour les femmes. Je crois qu'il y a d'abord une spécificité française qui n'a pas grand-chose à voir avec soi-disant tradition de galanterie, de relations policées entre les hommes et les femmes, et beaucoup plus à voir avec une hyper-masculinisation, parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la situation de notre pays de ce point de vue-là, elle a longtemps été dramatique. C'est-à-dire en 1995, il y avait 6,1% de femmes à l'Assemblée, en 1997, 10,9%, et la France passait alors du dernier à l'avant-dernier rang européen, en 1997. Alors nous faisons un peu mieux maintenant, mais nous avons une très longue histoire d'hyper-masculinisation, donc avec des conséquences comme ce qu'on appelle l'entre-soi, c'est-à-dire des habitudes qui s'enracinent dans des décennies et même des siècles d'entre-soi masculin, qui font que, y compris quand il y a des femmes, le fonctionnement général de nos institutions et de nos assemblées
est très peu modifié. Et ce que m'ont rapporté, alors c'était un enseignement assez frappant, quand je demandais aux femmes politiques si elles pensaient que les femmes faisaient de la politique différemment. Toutes, mais je crois à 100%, m'ont dit non, non, pas du tout, les femmes sont des hommes politiques comme les autres. Très bien. Et quand on rentre dans le détail, que leur demandait comment se passe, décrivez-moi une réunion d'une commission de l'Assemblée nationale, du Conseil régional, etc. Et là, tout d'un coup, je voyais une liste de comportements, les uns féminins, les autres masculins, qui étaient mis en vis-à-vis et qui me signalaient que, contrairement à ce qu'elles pensent, la façon dont les choses fonctionnent concrètement signale bien qu'il y a des comportements différents. Alors, là aussi, il ne faut pas non plus aller trop vite en conclusion et se dire qu'il y a une forme de façon féminine de faire la politique. Il faut simplement reconnaître une évidence, c'est que ayant été exclues pendant des décennies de tout mandat, eh bien, les femmes ont à faire ce qu'on appelle en sciences politiques un processus de socialisation, c'est-à-dire un apprentissage de la vie publique et un apprentissage de ses codes. Sur la prise de parole, par exemple, qui est vraiment un gros morceau et un gros problème pour les femmes, parfois les choses sont très simples. Une députée me racontait que, voilà, elle fait partie d'une commission qui s'occupe de questions environnementales, une réunion est programmée sur la question des éoliennes. Elle me dit, j'y connaissais rien, j'avais le sentiment de n'avoir rien à dire, je ne m'inscris pas dans la liste, parce qu'il faut s'inscrire à l'avance, des personnes qui demandent la parole pendant la réunion. La réunion se déroule, les débats commencent, elle s'aperçoit que finalement, elle peut avoir sa part, elle a des choses à dire. Comme elle ne s'est pas inscrite, elle était obligée d'attendre que tous les orateurs et oratrices inscrits aient parlé pour enfin prendre la parole à la fin de la réunion, alors même qu'il n'y a plus personne. Bref, voilà. Et bien ça, c'est des choses qui s'apprennent et qui prennent du temps à s'apprendre aussi. Et c'est un élément, je pense, qui n'est pas négligeable dans les difficultés que rencontrent les femmes. C'est-à-dire qu'elles ont un besoin assez criant d'accompagnement en quelque sorte et de socialisation, et l'association Femmes et Pouvoir dont je parlais tout à l'heure, elle fait très exactement ça. Une association qui s'est donnée entre autres mission d'apprendre aux femmes élues à devenir des professionnels de la politique et à maîtriser les outils, les instruments, voire les armes que maîtrisent très bien les hommes. Bonsoir. D'un point de vue plus méthodologique, c'est vrai que moi je suis chercheur en sciences sociales, je suis plutôt dans la sociologie et moi j'utilise plus d'un point de vue méthodologique l'ethnographie. Je suis assez surpris par cet exercice de fiction, mais voilà, c'est une autre question, j'ai pas envie de forcément polémiquer. Mais au-delà de ça, je veux bien que vous dites surprise, ça veut dire dérangé, pas convaincu. Je suis assez mal à l'aise en fait. Mal à l'aise avec cet exercice-là. C'est-à-dire, moi j'ai fait des enquêtes ethnographiques par exemple, ou même de type sociologique. Je m'éloigne de plus en plus de l'entretien en fait, d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue on va dire théorique et méthodologique. Moi j'ai fait des entretiens, des observations avec des personnes qui sont réduites à l'état d'esclave finalement au Brésil. Et c'est vrai qu'une tentation comme celle-là pourrait être intéressante, mais c'est vrai que moi, je trouve ça assez particulier, ça me met assez mal à l'aise. Moi, je sais pas comment j'aurais pu trouver des personnes qui auraient joué finalement le rôle de ces personnes réduites finalement à cet état d'esclave. Et c'est vrai que d'un point de vue, j'essaie de comprendre finalement quel est le sens. Est-ce qu'on est dans la vulgarisation finalement des résultats d'une recherche? Comme de la vulgarisation finalement on va dire, ça fait partie aussi de la mission du chercheur, ou autre chose, pouvoir toucher finalement un public plus large. Mais ma question c'était, mon autre question qui me semble plus importante, c'était d'un point de vue méthodologique, parce que vous parlez d'avoir mené des entretiens environ 1h30 à 2h. Est-ce que vous les avez rencontrés à plusieurs reprises, c'est-à-dire vous avez fait plusieurs entretiens? Et d'autre part, vous parliez de la différence qu'il y a entre les propos qu'elles pouvaient finalement avoir sur leur propre pratique, et qui relèvent beaucoup plus de leur représentation, et la différence qu'il y a finalement concrètement par rapport à des situations plus empiriques. La question c'est, est-ce que vous avez utilisé l'observation, notamment de nature ethnographique, de façon assez intensive pour dans le cadre finalement des méthodologies que vous avez privilégiées, et notamment voilà comment ça se répartissait en termes de temps, et est-ce qu'il y avait une complémentarité entre la phase d'observation et la phase finalement d'entretien? Ce que je cherchais à obtenir, c'était une parole qui soit à la fois
Voilà, vrai, sincère. Donc, tous les entretiens commençaient par une assurance absolue d'anonymat. J'avais besoin que ces femmes acceptent de me parler à la fois de ce qu'elles avaient subi dans la vie politique, mais aussi de leur vie privée, familiale, intime. Et par ailleurs, oui, c'est ça. Donc voilà, je cherchais à obtenir cette parole sincère et je cherchais aussi quelque chose qui me permette de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire cette typologie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait des entretiens qualitatifs sans observation ethnographique, parce que ce qui m'intéressait, c'était leur représentation, leur même, j'allais dire, enfin, je travaille beaucoup dans une perspective phénoménologique, donc la notion que j'emploie, c'est celle d'expérience vécue. Donc, c'est pas tellement le fait d'observer dans une assemblée ce qui peut se passer, je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas comme ça que j'ai travaillé. Pour vous dire les choses très franchement, moi, je viens d'abord d'une démarche à la fois historique et philosophique sur ces questions, avec ce prisme phénoménologique, et donc c'est dans cette continuité que j'ai élaboré ce dispositif, qui a sans doute des défauts, mais ce qui m'a paru quand même relativement pertinent, c'est, et je reviens à cette notion d'intimité, comment donner à voir et faire entendre cette parole recueillie avec ces témoignages dont certains, je parlais des deux fils rouges tout à l'heure, le premier c'était l'absence de solidarité, le deuxième fil rouge qui a traversé tous les entretiens, c'est la souffrance traversée par ces femmes à des tas de niveaux. Des témoignages de, bon, on a évoqué les divorces à un moment dans le film, mais dépression, divorce, burn-out, alcoolisme, etc. C'est quelque chose aussi qui m'a vraiment touchée, j'ai trouvé ça très fort, et l'idée c'était comment rendre publique une parole intime sans impliquer les personnes qui étaient à l'origine de cette parole intime, et comment aussi, vous avez raison, il y a une dimension de vulgarisation, c'est-à-dire comment aussi rendre, sur ces questions-là qui sont pour moi aussi un peu de l'ordre de l'engagement féministe, comment faire en sorte que, on parle ces jours-ci énormément de cette fameuse loi du silence qui se brise. À l'époque de mes entretiens, je me souviens très bien que beaucoup de ces femmes m'ont expliqué toutes les raisons qu'elles ont de se taire, de ne jamais se plaindre, de ne pas porter plainte. Alors, les menaces, espèce même entre femmes, une espèce de solidarité secrète dans la souffrance et dans ce qu'elles subissent de la misogynie, etc. Donc, vous avez dit cette fiction, c'est un docu-fiction, parce qu'une fois encore, je n'ai rien écrit, je n'ai rien inventé. Ce sont des paroles authentiques. Voilà. Donc, maintenant, il y a une construction, notamment dans le fait de reconstruire un entretien à partir d'un corpus de plusieurs entretiens, et donc forcément, construction, choix, sélection. J'ai eu des remarques que j'ai projeté ce film à plusieurs reprises devant des jeunes gens, des collégiens qui m'ont fait cette remarque très pertinente, mais en fait, vous leur faites dire ce que vous voulez. Bon, ils avaient ce réflexe, ah bon, mais pourquoi des comédiennes? Et donc c'est vous qui choisissez, donc en fait c'est vous qui avez sélectionné. Bon, c'est pas tout à fait faux, mais il me faut, enfin comment dire, je me sens tout à fait à l'aise avec ça, parce que je sais, moi, à quel point ça reflète ce que j'ai entendu, et à quel point, même si c'est effectivement, je suis allée chercher la petite phrase bien tournée, un peu humoristique qui dit la chose, je ne trahis rien, et je ne surinterprète rien. Voilà. Il fallait, enfin, on peut en douter, mais c'est vraiment, ça a été un souci constant dans la construction notamment des entretiens, de ne pas surinterpréter. Maintenant, vous êtes chercheur en sciences sociales et vous savez comme moi qu'on a tous une grille de lecture, un prisme interprétatif qui peut, bon voilà, mais ça fait partie aussi, enfin, c'est quelque chose qu'il ne faut pas à la fois ignorer, et puis en même temps qu'on peut, je crois, assumer aussi. Voilà, je voulais savoir si vous avez vu la série Borgen. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je l'ai vue, je l'ai beaucoup appréciée. Elle est de ce point de vue-là, de cette question d'articulation vie privée, vie publique, tout à fait éclairante. Hein, et elle montre à quel point ces deux dimensions sont cruciales dans le parcours d'une femme politique, surtout quand elle accède à des fonctions éminentes. Je la conseille beaucoup à mes étudiants, avec aussi la série américaine, mais qui parle beaucoup moins des femmes. House of Cards? Oui, c'est ça. Bon, c'est pas du tout le même registre, hein, mais elles sont toutes les deux intéressantes, je trouve. House of Cards, pour ce qui est du fonctionnement de la vie politique américaine, est vraiment très bien faite. Voilà, oui, j'en pense plutôt du bien, et je la trouve assez raccord avec
les préoccupations que je présente dans ce docu-fiction. Puis elle donne l'impression d'être très réaliste. Moi, je crois assez à l'univers qui est développé dans Borgen, Oui, je crois. en détail, quoi, Oui, vraiment bien dans les sûr. détails. D'accord. Bonsoir, félicitations pour votre reportage. Je voulais simplement rebondir sur une des femmes. Elle a dit qu'elle n'avait pas les moyens de faire un troisième enfant parce qu'elle n'avait pas le temps à elle. Alors qu'il y a une histoire, il n'y a pas longtemps, ça s'est passé sur Sarkozy. Elle s'appelle Rachida Dati. Elle faisait la politique, elle s'est fait engrosser quand même, hein, même si on ne connaît pas le père. Et je voulais revenir aussi sur le gars qui disait pour la contraception, il faut savoir que les femmes, 20 ans après, elles font des bébés toutes seules. Bien sûr que les femmes politiques peuvent avoir des enfants, elles sont nombreuses à en avoir. Le dilemme que cette femme restitue, c'est le dilemme du troisième, c'est-à-dire aussi, pour celles qui sont concernées, elles l'auront peut-être saisi, du passage de la quarantaine, dont on sait que c'est un âge au-delà duquel les choses deviennent franchement compliquées si on veut avoir des enfants ou en avoir d'autres. Donc non, je ne crois pas que ce témoignage dise quelque chose de l'impossibilité dans laquelle sont les femmes politiques d'avoir des enfants. Après, ça donne des choses un peu particulières. Oui, mais elle dit bien qu'elle n'a pas le temps de faire un troisième enfant. Elle dit qu'elle Alors qu'on a eu Ségolène, elle a fait 4 gosses, elle était au gouvernement. Elle dit plus exactement qu'elle est tiraillée. Et c'est pas qu'elle n'a pas le temps, c'est qu'elle doit mener de front ses deux vies et que quand arrive une échéance électorale, si elle s'engage dans une campagne, elle a du mal à voir comment elle peut concilier le fait d'être en campagne, élue et enceinte, puis avoir un enfant. Enfin, je crois que la chose se conçoit assez aisément. Voilà, le mot de choix, c'est vraiment oui. Et de la même façon que dans le monde de l'entreprise ou du travail plus généralement, il me semble crucial d'insister de plus en plus, mais c'est un peu la tendance maintenant, heureusement, sur le rôle des hommes dans ces fameux dispositifs de conciliation des temps, dont pour l'essentiel, qui concernent tous les femmes, uniquement les femmes, comme si seules les femmes devaient concilier leur temps et que les hommes, en l'occurrence les pères, n'étaient pas concernés par la question. Alors, les choses évoluent pas mal dans le monde de l'entreprise, hein, les hommes eux-mêmes ont endossé ces revendications. Dans le monde politique, c'est vraiment très très loin, c'est-à-dire que tous les témoignages que j'ai recueillis sur ce que font les hommes politiques quand ils sont pères vont tous dans le même sens, c'est-à-dire ils sont pères, ils sont, on va dire, géniteurs, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a dans tous les interviews que vous avez fait un ressenti de la part des appareils politiques, c'est-à-dire des gens qui dirigent les appareils politiques, du genre un peu comme dans l'armée, c'est comme ça, sinon vous partez ou vous êtes d'accord avec nous, vous faites ce que l'on vous dit, sinon... Ce que disent les femmes, effectivement, souvent c'est un petit peu... comment dire, de cet ordre-là, c'est-à-dire que, et c'est une des raisons pour lesquelles elles se taisent quand elles subissent des actes sexistes, qu'ils soient verbaux ou physiques, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire effectivement, estime-toi heureuse d'être là, si tu veux être là et si tu veux grimper dans la hiérarchie, tiens-toi tranquille, etc. Ça me semble tout à fait intéressant d'observer que l'affaire Baupin concerne le parti politique français qui se dit et qui est de fait dans ses statuts le plus féministe, c'est-à-dire le plus favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un parti dans lequel toute institution est paritaire, quels que soient les échelons, qui a prévu un système qui s'appelle de fermeture éclair, de prise de parole alternée hommes-femmes lors des réunions pour s'assurer que les femmes ne se fassent pas systématiquement prendre la parole par les hommes, et qui pourtant, donc comme l'affaire le révèle, n'est pas exempt de dérapage de ses dirigeants. Ça me semble très important que cette affaire ait éclaté dans ce parti, et que ce soit cet homme-là, c'est-à-dire un homme politique finalement, bon, il est un petit peu connu, mais par exemple à l'étranger, il ne l'est pas du tout, parce que ce qui s'est passé, je crois, c'est que l'affaire DSK, il y a quelques années, était tellement énorme, tellement monstrueuse, le personnage tellement connu, justement, tellement médiatique, qu'il s'est passé il y a un effet très contre-productif, c'est-à-dire que c'est comme si
DSK avait incarné à lui seul l'entièreté du sexisme et de la misogynie de la classe politique masculine. Il est devenu voilà, la personnification de cela. Et du coup, tous ces agissements qui sont éminemment quotidiens et banals ont continué sur ce mode de la banalité et de la quotidienneté. Et ce qui se passe avec Beaupin, j'espère, c'est que justement, ce dont nous prenons conscience, c'est de cette banalité, de cette quotidienneté de ces agissements. Et là, je crois que les choses vont, j'espère, enfin moi j'interprète de façon peut-être un petit peu trop optimiste, mais comme un moment un peu tournant. Et d'ailleurs, j'observe bien, il y a cette femme, son nom m'échappe, cette femme politique qui a témoigné de harcèlement qu'elle avait subi il y a plusieurs décennies. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre où la parole se libère, hein, c'est ce que titrent tous nos journaux, mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi ? Parce que justement, c'est finalement, voilà, qu'est-ce qu'il a fait Beaupin ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, il a tourné autour d'une table en poursuivant une jeune femme et en essayant de l'attraper. Voilà, c'est banal, tristement banal, mais du coup, ça permet quelque chose de l'ordre de la révélation. Et puis, je crois qu'on arrive à un moment idoine où c'est tout simplement plus possible que le monde politique reste exempt de tout ce qui, par exemple, en termes de harcèlement sexuel, je veux dire, le droit du travail, depuis longtemps, traite ces questions-là très sérieusement. Et il n'y a pas de raison que la vie politique échappe à la pénalisation de ces agissements. Monique Pelletier, c'est ça. Oui. Alors, l'heure tourne. Peut-être une dernière question. Oui, moi j'avais demandé la parole, je suis une femme, désolée. Et j'ai même le micro. Oui, moi je me demande si c'est vraiment spécifique du monde politique, ces comportements. Je pense que c'est plus largement une question de pouvoir. Je pense au milieu universitaire, où je pense au cas d'une personne plus diplômée que la plupart des gens qui ont des postes dans une certaine université, qui a envie à un certain moment d'y entrer, enfin de tenter sa chance, et qui s'entend dire par le délégué syndical, oui, il faut coucher, carrément, il faut coucher, voilà. Bon, promotion sur canapé, on a parlé des réseaux, je crois qu'ils sont très efficaces dans tous les milieux de pouvoir, et d'autre part, à propos de ces réseaux, je ne pense pas qu'ils soient réservés aux hommes. Je crois que ça marche très bien aussi pour propulser des femmes à certains postes de pouvoir. Bien évidemment que tout ça n'est pas spécifique au monde politique, mais ce qui est quand même assez frappant, et singulièrement en France, c'est l'espèce d'exception qui a longtemps protégé ce monde hyper masculinisé. C'est probablement la sphère de la vie sociale française la plus masculinisée, la plus violente à l'égard des femmes, et la plus, jusqu'à présent, protégée en quelque sorte. Et je peux vous assurer que, évidemment, il n'était pas question que je nomme quiconque, donc pas les femmes qui m'ont parlé, encore moins ceux dont elles m'ont parlé, mais là je suis en train de dire qu'il y a quelques responsables politiques qui doivent se faire tout petits dans leurs souliers en ce moment. Voilà, je crois qu'il faut qu'on s'arrête, parce qu'il y a des horaires. Donc merci pour vos questions. Merci à vous.